Bonjour, c'est un réel plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette troisième saison des rencontres hors normes. Alors, la deuxième de cette troisième saison où nous avons encore une fois une multitude d'invités fort intéressants qui vont venir nous partager leur intérêt pour la francophonie et la normalisation. Alors, j'en profite pour vous souligner que cette rencontre hors normes est une présentation du gouvernement du Québec, que l'on remercie, plus principalement le ministère des Relations internationales du Québec, qui est un grand contributeur et facilitateur de notre mission. J'en profite pour souligner au passage, saluer quelques-uns d'entre vous, Patrice, Marie-Fleur, Claire à Paris, Lina et tous ceux et celles que j'oublie. Merci d'être là avec nous. Alors, je suis Marie-Claude Drouin, secrétaire générale du Réseau Normalisation et Francophonie. Notre mission, c'est de faire de la normalisation un pilier de la vitalité économique de notre francophonie. Alors, pourquoi les normes? Les normes sont d'importants leviers pour nous aider à y arriver. Tout d'abord, les normes, ce sont des outils d'intelligence économique qui permettent aux entreprises de créer de la valeur dans leur entreprise. En s'y conformant, les entreprises voient non seulement leur productivité augmenter, mais elles se donnent les clés pour accéder au marché. Ensuite, les normes, ce sont d'importants outils de diplomatie économique. Alors, qui fait la norme fait le marché. Participer à l'élaboration des normes pour porter sa voix et être certain que les normes reflètent nos besoins, ce sont des outils stratégiques pour les pays et les entrepreneurs. Et en fait, j'ajouterais aujourd'hui, et c'est justement l'objet de notre rencontre hors normes, c'est un puissant outil pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. Alors pourquoi? Parce que je vous le rappelle, les normes, en fait, c'est assez simple. Hein? Une norme, c'est un document qui décrit la meilleure façon de faire un produit, un processus ou un service. Alors, c'est un cadre commun de référence reconnu internationalement qui nous permet de diffuser la connaissance sur les meilleures pratiques. Alors, dans ce sens-là, on voit bien comment on peut les utiliser pour atteindre les objectifs de développement durable. Avec 24 000 normes au catalogue, fort à parier que plusieurs d'entre elles cadrent dans les 17 objectifs de nos ODD. Alors, sans plus tarder, allons-y justement pour cette première rencontre. Aujourd'hui, la rencontre est diffusée en direct sur Facebook et sur LinkedIn. On vous invite à nous dire, comme à l'habitude, de quel endroit vous nous regardez. Alors, moi, je suis du Québec. Ici, il fait un froid redoutable. J'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes au soleil. Alors, écrivez-nous de quel endroit de la francophonie vous êtes. Et on vous invite aussi à poser vos questions et vos commentaires. Alors, ceux qui sont des habitués le savent, ici, c'est pas compliqué, on est entre nous, on pose des questions et on s'amuse. Alors, sans plus tarder, je vous invite avec notre première invitée. Aujourd'hui, justement, pour me réchauffer un tout petit peu du côté du Québec avec le froid glacial, nous allons parler d'énergie solaire. À savoir plus précisément, est-ce que l'énergie solaire peut vraiment être une solution ou une clé importante pour assurer le développement durable, notamment en Afrique? Alors, pour répondre à cette intéressante et importante question, je vais inviter sans plus tarder Madame Carole Brunet, qui est une chercheuse à l'École polytechnique de Montréal. Bonjour, Madame Brunet. Bonjour, Madame Drouin. C'est un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. On se connaît depuis pas très, très longtemps. On aura l'occasion d'y revenir. Écoutez, Madame Brunet, on va aller directement dans le vif du sujet. Votre thèse de doctorat, et là, je vais prendre mes notes, en génie industriel à Polytechnique, a porté plus précisément sur les impacts des centrales solaires photovoltaïques sur le développement durable, en particulier pour contrer la lutte à la pauvreté et au déficit énergétique. Madame Brunet, pourquoi l'énergie solaire? Merci, Madame Drouin. C'est une question fondamentale qui paraît simple, en fait, puisque le Soleil est une étoile. Donc, on la regarde de loin, mais elle nous impacte énormément. Et d'après la récente étude du MIT, le Massachusetts Institute of Technology de Boston, eh bien, le Soleil émet en 1 heure ce que l'humanité consomme en 1 année. En 1 heure? En 1 heure, oui. Wow! Donc, c'est énorme. Et donc, ce serait dommage de passer à côté une telle belle énergie.
L'énergie solaire, nous en avons besoin parce que nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de l'Anthropocène. C'est une ère géologique en fait qui a été définie récemment comme étant l'ère des humains, c'est-à-dire l'ère où en fait la force de changement que les humains apportent sur la Terre est telle qu'elle est supérieure à d'autres forces naturelles. Donc cette Anthropocène, elle est caractérisée par des gaz à effet de serre qui impactent également le réchauffement de la planète avec un changement climatique que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc l'énergie solaire a sa place à travers les énergies renouvelables pour nous amener une autre force énergétique dont nous avons besoin. Donc, c'est définitivement une énergie à utiliser. Je ne connaissais pas cette statistique. Alors, dans le cadre de vos travaux, moi, je vais résumer ça de la façon dont je les ai compris, c'est que vous avez étudié dans 6 différents pays d'Afrique. Alors, vous êtes allé au Burkina Faso, Madagascar, Maroc, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous êtes allé voir dans quelle mesure les installations, parce qu'il y en a présentement des installations de grandes envergures, là, de centrales solaires photovoltaïques, on dit. Tout à fait. Vous êtes allé voir dans quelle mesure, avec vos lunettes développement durable, ces centrales-là avaient un impact positif ou négatif sur les communautés et les habitants. Tout à fait. Expliquez-nous. En fait, le terme photovoltaïque en fait, fait un lien entre la manière dont le soleil émet des rayons et ces rayons donc transforment la luminosité en électricité. Donc le terme photovoltaïque est important dans ce cadre-là puisqu'il y a d'autres formes de génération d'électricité grâce au soleil. Donc l'objectif principal de ma thèse, effectivement, c'est d'évaluer dans quelle mesure ces centrales solaires qui sont reliées au réseau électrique, ce ne sont pas des centrales indépendantes, elles sont on-grid comme on dit, donc eh bien, ces centrales solaires, dans quelle mesure elles sont un outil de levier économique et de développement durable pour donc les pays qui les accueillent. En fait, effectivement, j'ai travaillé sur le travail sur une évaluation des impacts au niveau local, mais il y a également des impacts qui ont été relevés à d'autres niveaux, au niveau international, national et régional, pour voir dans quelle mesure ce développement durable entre en cohérence en fait avec donc les impacts de ces centrales solaires. Donc l'Afrique en fait est un terrain privilégié pour analyser l'énergie solaire dans la mesure où sur la Terre, en termes d'heures d'ensoleillement moyenne, sur les 10 sites les plus forts au monde, eh bien, la moitié sont en Afrique, notamment en Afrique de l'Est et dans le Sahara. Donc on peut produire en fait en Afrique 2 fois plus qu'en Europe et ça c'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Et quelles ont été vos conclusions? C'est utile ou non? C'est durable ou non, l'énergie solaire? Oui, c'est vrai que c'est le fond du problème. J'y ai travaillé pendant 5 ans avec donc une équipe de Polytechnique. Et en l'occurrence, ce que nous nous sommes aperçus, c'est que il y a des impacts effectivement, mais qui peuvent limiter en fait le développement durable, parce que les impacts de ces centrales ont un effet sur les ODD, les objectifs du développement durable, sur l'ODD 1 par exemple, en matière de pauvreté et de sécurité alimentaire, sur l'ODD 6 qui garantit un accès à l'eau, sur l'ODD 7, l'accès à des services énergétiques, également sur l'ODD 8 qui est consacré à favoriser un travail décent. Donc on s'est aperçu en fait. Allez-y. Ouais, je me lance. Par exemple, concernant l'ODD 1, eh bien, on s'est aperçu que le fait que ces centrales utilisent un large territoire, puisque ces centrales peuvent faire jusqu'à 200 hectares pour les centrales que j'ai analysées, eh bien, ce sont des terres cultivables, ce sont donc des surfaces assez importantes qui peuvent impacter donc des personnes qui vivent de l'agriculture, un secteur très important sur le continent. De la même manière, concernant l'eau, eh bien, on s'est aperçu également qu'il y a des forages donc, que les centrales réalisent pour pouvoir laver les panneaux solaires qui ont également un impact sur la manière dont les populations locales autour de ces centrales vivent. Parce qu'on comprend qu'en fait, ces grands champs de panneaux qu'on voit, s'ils sont souillés par le sable ou les autres résidus,
ils ont moins d'efficacité, donc on utilise l'eau pour les nettoyer, c'est ça? Tout à fait, ça dépend des régions, mais en l'occurrence, le propre de l'énergie solaire photovoltaïque, c'est de fonctionner grâce aux rayons du soleil. Donc, dès lors que les panneaux sont empoussiérés, eh bien, le rayonnement n'atteint pas l'objectif visé. Je comprends. Vous avez vu d'autres impacts aussi? Oui, tout à fait. Un impact très important qui est le non-respect ou le fait que l'ODD 7 ne soit pas bien suivi. L'ODD 7, c'est celui qui est relatif aux accès énergétiques. Et en l'occurrence, donc, on s'est aperçu dans toutes les centrales que j'ai analysées que les communautés rurales n'avaient pas accès à l'électricité. Donc, vous avez en fait un énorme gâteau prêt à manger que vous avez envie de manger, mais vous ne pouvez pas le goûter parce que en fait, ces centrales sont liées au réseau et donc elles alimentent un réseau national qui n'alimente pas forcément les communautés riveraines. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et ce serait possible? Tout à fait, tout à fait. Il suffit simplement de concevoir, c'est là où les aspects éventuellement de normes peuvent intervenir, concevoir la centrale pour que, effectivement, un lien direct puisse être fait depuis la production de l'électricité jusqu'aux communautés qui vivent à côté. Vous avez vu aussi, quand j'ai lu votre résumé, que vous avez eu des impacts, notamment sur la biodiversité et puis l'état économique des femmes? Oui, tout à fait. Ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent. En fait, les centrales sont des usines qui fonctionnent nuit et jour. Et donc, elles ont une capacité de rayonnement lumineux la nuit, ce qui a un impact sur la biodiversité, puisque beaucoup d'études ont démontré qu'en fait, que ce soit pour les hommes ou pour les animaux ou pour les plantes, eh bien, le fait d'avoir un rayonnement lumineux la nuit peut perturber donc le milieu naturel. Concernant l'impact sur les femmes, là on en vient plutôt à des aspects de gestion de la pauvreté, puisque les femmes sont au cœur en fait d'une dynamique économique et sociale dans les familles. Et donc ces centrales ont un impact sur elles, puisqu'elles ont une capacité à cultiver qui est beaucoup moins importante. Elles doivent faire du chemin sur des pistes en mauvais état pour pouvoir arriver à vendre leur récolte, puisque les centrales font plusieurs hectares, donc effectivement, il faut le temps est rallongé pour pouvoir accéder au marché. Voilà, ça fait partie un peu de l'ensemble des éléments importants que nous avons constatés. Là, vous nous avez cité plusieurs points puis c'était l'objectif aussi, hein. L'idée, c'est d'aller et de regarder avec honnêteté et neutralité les impacts, et pas dans un souci de mettre des bâtons dans les roues, mais bien dans un souci de s'assurer d'améliorer le processus éventuellement. Il y a quand même des centrales, j'imagine, qui ont eu des bons scores. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est là la beauté de la chose, c'est que on a quand même des bonnes pratiques qui sont suivies ici et là. Et là, en l'occurrence, on s'est aperçu que, je pense à une centrale en particulier dont je ne citerai pas le nom, mais des bonnes pratiques qui peuvent être utilisées, comme par exemple renforcer l'expertise vis-à-vis des énergies renouvelables dans le pays. Ça, c'est une dynamique très intéressante. Il y a des centrales également qui vont augmenter qui ont une capacité énergétique énorme. En général, toutes vont aller au-delà de ce qu'elles peuvent produire. Donc, c'est une excellente nouvelle. On arrive donc aux objectifs atteints. Elles renforcent globalement l'image du pays dans lequel elles sont installées parce qu'elles ont finalement un rayonnement international au niveau de leurs bonnes pratiques. Et elles peuvent stimuler également l'intégration régionale énergétique. Puisque les pays sont liés entre eux, eh bien, l'énergie fonctionne aussi grâce à ces centrales, et c'est le cas notamment en Afrique de l'Ouest. Très bien. Maintenant, on va en venir à la grande question. Comment vous est venue l'idée que la normalisation pourrait vous être utile dans vos travaux de recherche? Puis je souligne au passage, parce que j'ai oublié de le faire quand je vous ai présenté, que votre thèse de doctorat a été déposée pour être... vous êtes candidate à la meilleure thèse de l'École polytechnique 2021. Et je pense que hier, vous avez su que votre département avait retenu la vôtre pour la déposer. Donc, en tout cas, on vous souhaite la meilleure des chances, et ça montre aussi tout le travail l'excellence du travail que vous avez fait, sans aucun doute. Merci. Alors, les normes, comment vous avez eu l'idée de penser à la normalisation pour vos travaux de recherche futurs? Oui, merci. Merci. C'est une question qui me lie à vous, finalement, puisque la première fois que je vous ai vu, c'était lors d'une formation du LFDD.
un webinaire très intéressant. Et donc, vous présentiez les normes comme étant un instrument de développement économique et j'ai trouvé ça passionnant puisqu'on a une conscience des normes dans le fond de la tête, mais en fait, la pratique au jour le jour ou la manière dont elles sont conçues, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en pratique. Et là, vous aviez une manière assez franche de voir les choses qui m'a tout de suite intéressée. Et donc, je me suis amusée, en fait, au début, à concevoir cette norme dans mon esprit. Et puis, finalement, elle a été reliée directement aux recommandations que j'ai formulées dans ma thèse. Et c'est un outil, effectivement, qui a un potentiel assez intéressant et j'espère qu'on pourra y accéder. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est que quand vous avez écouté le webinaire avec l'Institut pour la francophonie pour le développement durable, vous avez été initié à l'idée de à quoi servait une norme, comme j'expliquais tout à l'heure, créer des cadres communs de référence pour diffuser les meilleures pratiques. Puis vous vous êtes dit, moi, à la lumière de mes constats et de mes résultats de recherche, je pense qu'on pourrait améliorer les installations dans un contexte de développement durable et une norme. Et c'est là que vous avez commencé à imaginer qu'est-ce qu'il y aurait dans votre norme. Tout à fait. Dans cette norme, on peut y mettre énormément de choses. En l'occurrence, déjà, il existe une norme sur la bioénergie. Donc, on a déjà un premier pas qui a été fait dans le domaine des énergies renouvelables par rapport à ISO. Il y a également le label de l'AFNOR qui vient d'être publié sur l'agro-photovoltaïque, qui est différent du domaine dont on parle aujourd'hui, mais c'est quand même lié. Et donc, une norme aurait un potentiel énorme pour pouvoir, en fait, améliorer l'impact des centrales solaires au niveau local notamment, puisqu'elle pourrait, par exemple, faire en sorte que le nombre d'emplois créés soit plus ajusté en fonction des besoins locaux. Hein. Ça, c'est un point important, puisqu'en général, les centrales fonctionnent avec 2, 3, 4, 5 personnes permanentes, le reste étant des temporaires. Donc, ce serait un élément important. On pourrait également faire en sorte que les mesures d'acceptabilité sociale puissent être plus liées également aux besoins des populations locales, avoir une gestion de l'eau meilleure, une gestion également de l'agriculture, puisqu'il y a certaines centrales qui se sont lancées dans l'agriculture à l'intérieur donc de l'enceinte de la centrale, sous les panneaux. C'est une excellente pratique. Donc, voilà, il y a vraiment de quoi changer de paradigme finalement et arriver à faire des centrales des vrais leviers de développement dont tout le monde a besoin. Donc, il y a vraiment des pistes d'amélioration. Tout à fait, tout à fait. On est vraiment dans un processus d'amélioration continue avec tous les acteurs. Puis plus précisément, votre projet postdoctoral que vous êtes en train de bâtir, il consiste en quoi plus précisément au niveau de la norme? Il consisterait en fait à réunir une équipe, donc je cherche des partenaires à ce sujet, qui serait en mesure de finalement synthétiser et rassembler autour d'une table les éléments les plus importants, de manière à ce qu'on puisse poser devant ISO un projet de norme qui pourrait être donc utile à tous et qui permettrait en fait de considérer les centrales solaires comme un outil de développement durable. Donc, vous êtes une femme ambitieuse, Madame Brunet. L'ISO, rien de moins, pour la suite du projet postdoctoral de Qui c'est la meilleure thèse de Polytechnique 2021? On croise les doigts. On croise les doigts. Dites-moi, selon vous, est-ce que le développement des centrales solaires comme ça va passer inévitablement par l'investissement du privé ou il faut aussi y aller avec le secteur public? Oui, c'est une question fondamentale puisque les politiques énergétiques passent par les autorités publiques, donc on a besoin des acteurs. En fait, toutes les parties prenantes seront nécessaires. Effectivement, les investisseurs privés ont leur place et en général, lorsque j'ai effectué donc ces recherches dans les différents pays, toutes les centrales ont accepté la recherche avec beaucoup de plaisir et j'ai été invitée à visiter les installations, à parler avec le personnel. Donc, les investisseurs sont des parties prenantes qui sont collaboratives et c'est très important à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier également les banques de développement, les banques internationales de développement comme la BAD ou la World Bank, la Banque mondiale, qui ont également des investissements dans ce domaine-là, qui proposent des financements intéressants. Et il faut également les prendre en compte dans cette nouvelle manière de dialoguer autour des impacts des centrales solaires. Dialoguer, en fait, c'est intéressant. Puis c'est bien de savoir que vous avez été bien accueillis auprès des opérateurs de ces différentes centrales parce qu'on comprend bien que votre objectif, ce n'est pas de démoniser cette nouvelle énergie, cette nouvelle technologie-là, mais bien de voir comment est-ce qu'on peut faire mieux, encore mieux.
Tout à fait, tout à fait. C'est un point très intéressant que vous soulevez parce que, en fait, les centrales solaires sont un outil pour tous. C'est une manière, en fait, de prendre en compte les enjeux actuels et les transformer en solutions, en recommandations applicables concrètement. Il ne s'agit pas de faire un jugement très austère sur les impacts, mais de les prendre en compte et puis de les dynamiser dans le sens positif. Donc, partenaires à l'écoute, vous êtes maintenant sollicités. Vous avez ici Madame Brunet qui est prête à développer un projet de norme pour améliorer la construction et l'utilisation des centrales photovoltaïques de grande envergure pour qu'on respecte davantage les objectifs de développement durable. Donc, voilà, c'est dit, si vous êtes à l'écoute, parce qu'on se rappelle que les projets de normes sont toujours les normes sont faites par les humains, pour les humains. Alors, effectivement, c'est un excellent projet et où que vous soyez, dans quelques pays que vous êtes, si vous êtes en Europe, en Afrique, au Canada, en Amérique, en Haïti, si vous avez un intérêt dans les travaux de Mme Brunet, dans un objectif de voir à avoir un meilleur cadre de référence pour justement développer ces grandes centrales, ben écoutez, contactez-la sur LinkedIn, elle est facilement trouvable. C'est comme ça qu'on s'est... c'est un formidable outil, hein? LinkedIn, on trouve tout le monde à quelques jets de clavier. Alors, Madame Brunet, à vous écouter, on peut définitivement croire que l'énergie solaire, c'est une source d'énergie renouvelable qui pourrait remplacer les énergies fossiles. Bon, alors c'est une grande question. Non, c'est une grande question. C'est une grande question. Il y a plusieurs enjeux à prendre en compte dans le futur par rapport à la manière dont les énergies renouvelables et particulièrement le solaire vont s'intégrer dans notre paysage énergétique. Parmi les enjeux, il y a d'abord l'enjeu des minéraux, les terres rares, le cobalt, le gallium, l'indium. Dans quelle mesure donc ces minéraux particuliers qu'on utilise dans les énergies renouvelables seront suffisants? Donc ça, c'est une question. Il y a également la capacité de recyclage des équipements qu'on utilise, puisque ces matériaux sont de plus en plus sophistiqués. Donc, est-ce qu'on saura recycler au maximum ces équipements dans le futur? Parce que ces centrales, quand même, représentent, comme je vous l'ai dit, des hectares de surface utilisée. Donc, ce sont des équipements qui vont avec. Et également, est-ce qu'on saura stocker l'énergie cumulée, qu'on peut cumuler pour pouvoir pallier à l'intermittence des centrales solaires? Donc ça, ce sont des enjeux très importants. Mais globalement, si on prend un peu de recul, tout reposera dans notre capacité, je crois, à dépendre plus ou moins de l'électricité. Notre humanité s'est engagée dans une dynamique qui est davantage liée à une consommation de biens qui fonctionnent à l'électricité. Donc, dans quelle mesure notre humanité sera prête à réduire cette envie de plus? Ça repose sur notre manière de vivre. Écoutez, c'est très encourageant de vous entendre, particulièrement pour les objectifs de développement durable, les changements climatiques, etc. On a vraiment besoin de solutions et d'hommes et de femmes engagés comme vous pour trouver des solutions. Alors, on a une question du public, Mme Brunet. Alors, c'est Mohamed Zeyani de l'EIT. Alors, bonjour et merci pour la discussion. Question pour Mme Brunet. Est-ce que la norme ISO 50001 ne mentionne-t-elle pas déjà l'énergie solaire? Vous connaissez cette norme, Mme Brunet? Non, mais j'aurais bien aimé que M. Zeyani... Je vais vous aider. Alors, ISO 50001, c'est un système de gestion pour aider les organisations à mieux gérer leur énergie, en fait, l'utilisation de l'énergie dans leurs organisations. Donc, c'est vraiment basé sur la forme d'un système de gestion de management. Et si je peux vous aider, la question vous était adressée, mais peut-être, je pense que ce sera peut-être plus simple. Puis après, vous rajouterez pour vous. Oui. Certainement que cette énergie doit être citée, mais la norme 50001, son objectif, c'est vraiment une meilleure gestion, mais avec ce qui existe déjà. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est aider à mieux construire les centrales solaires et non à gérer l'énergie, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. L'idéal, ce serait effectivement que cette nouvelle norme puisse être ciblée sur les centrales solaires comme un outil et non comme simplement un flux énergétique qu'on devrait mieux gérer au sein d'une entité.
Oui, c'est ça. 50 000 ça nous aide à mieux gérer l'énergie solaire une fois qu'on l'utilise. Alors, c'est certainement des normes qui auront besoin, votre norme, future norme, et celles-là qui auront besoin de se parler. Donc, Mais complémentaire. merci beaucoup à notre collègue pour la question, et on voit que c'est un homme avisé en normalisation. Alors, écoutez, c'était passionnant de vous entendre. Vous allez peut-être avoir la thèse, et on vous le souhaite, là, la thèse 2021, mais moi, je vais vous dire très sincèrement et honnêtement, vous avez été mon coup de cœur 2021. Souvent, je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn, puis je me fais toujours un devoir d'essayer d'y répondre, mais parfois le temps manque. Puis là, je dis non, c'est important. Et puis quand je vous ai rencontré, j'ai fait « Wow! » Quelle femme intelligente, organisée, et vous saviez très exactement où vous alliez, puis grâce à notre travail qu'on fait à tous les jours, c'est-à-dire démystifier la normalisation, vous aviez vu un potentiel, donc vous avez fait ma journée et mon année 2021. Écoutez, l'entrevue est déjà à sa fin. Je vous pose la question que je pose à tous mes invités. Quel est votre mot de la langue française qui est votre préféré? Oui, alors c'est une question qui m'a fait réfléchir énormément et après C'est avoir, le but. après avoir listé dans ma tête les plus importants, je pense que c'est le mot lumière. Ah, ben oui, Le mot lumière. lumière, du latin laminaria, j'ai cherché. On peut avoir du mot lumière différentes lectures. Une lecture technique d'abord, puisque c'est un rayonnement électromagnétique. Donc la lumière est une forme d'énergie rayonnante et ça, c'est magnifique. On peut avoir également du mot lumière une lecture plus réaliste, plus vitale, puisque nous n'existerions pas sans la lumière. Pas de photosynthèse, pas d'oxygène, pas de vie. La lumière régule nos horloges biologiques, donc ça, c'est quand même vital. On peut avoir également du mot lumière une lecture plus poétique, puisqu'elle éclaire les objets, les êtres vivants, les rend visibles ou différents. Et on peut également avoir une lecture stratégique, puisque donner un potentiel énergétique à des pays qui sont émergents, c'est leur donner également une capacité à aller plus intensément dans leur croissance et également leur apporter une indépendance énergétique, puisque j'ai du soleil, je l'exploite, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs des ressources énergétiques. Donc ça, c'est un nouvel élan, je pense, pour l'indépendance énergétique, l'indépendance tout court d'économies qui ont cette puissance du soleil avec eux. Et donc, ça nous amène peut-être à avoir un autre visage géopolitique, une autre distribution des recherches au niveau de la planète. Et ça, je pense que tout le monde en sera très heureux pour les pays émergents d'avoir donc une autre manière de vivre leur économie, leur vie politique, leur vie énergétique au sein du monde. Écoutez, juste à vous entendre comme ça sur la réponse, quel est votre mot préféré, on voit tout de suite votre personnalité, la femme qui va au bout des choses, qui a couvert tous les angles, qui a été précise, droite au but et concrète. Merci Voilà, on ne peut beaucoup. pas mieux. Merci beaucoup. Madame Brunet, on a une autre question pour Oui, vous. On oui. étire le plaisir. Alors, Bertin, ben oui, bonjour Bertin, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bonjour et merci pour le sujet. Est-ce qu'il y a des recherches pour obtenir des accumulateurs pour avoir une énergie solaire plus efficace pour l'industrie de transformation en Afrique? Alors, c'est pour vous, par exemple. Oui, ben, le stockage, Bertin, le stockage, c'est vraiment le fond du problème, de la situation, de l'enjeu. Le stockage des énergies intermittentes, c'est effectivement essentiel. Oui, il y a des recherches. Oui, ça avance. Le prix des batteries a autant baissé, peut-être pas autant, mais a baissé énormément, de même en suivant donc la baisse également des prix des panneaux solaires. Donc oui, ces recherches vont amener à avoir une énergie solaire plus efficace, tout à fait. Et j'espère qu'on pourra également lever ces industries sur le continent de manière à pouvoir comment dire, lier en fait les équipements entre eux là où on les utilise.
Merci, merci, Madame Brunet. Écoutez, je vous remercie encore. C'était une belle rencontre. On garde le contact. Merci d'être là. Et puis, je pense qu'on a maintenant une précieuse alliée pour développer un nouveau sujet de normalisation qui a un intérêt et qui aura un impact pour la francophonie. Alors ici, on voit au bas de l'écran un lien. Vous pouvez nous expliquer plus précisément? Oui, bon, c'est un lien qui n'est pas cliquable, mais vous pouvez l'utiliser en le recopiant. C'est un lien qui permet d'avoir accès au film donc, de ces recherches. En 20 minutes, vous avez donc un état des lieux de la méthodologie qui a été utilisée. C'est quand même fondamental, la manière dont on va parler donc, de l'énergie solaire dans une école d'ingénieurs avec des enjeux humains. Donc, ça permet de comprendre le mélange d'approches qualitatives et quantitatives qui a été utilisé, dans quel contexte général cette thèse s'insère et les résultats, les différents enjeux rencontrés et aussi les recommandations. Donc, si vous avez 20 minutes et que ce sujet vous intéresse, je vous encourage à regarder ce film. Ah, ben merci. Merci beaucoup, c'est très généreux. Alors, on vous laisse à votre journée. Vous aussi, on doit dire que vous êtes à Montréal, vous êtes dans le même froid que moi. Moi à Québec, vous à Montréal. Alors, voilà, on vous laisse à votre journée et merci encore d'avoir participé à notre rencontre hors norme. Merci à vous, au plaisir de se revoir bientôt. Au revoir, oui, certainement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, une autre belle rencontre hors norme aujourd'hui. Alors, vous voyez, je tenais particulièrement à vous présenter cette femme ainsi que son projet de normes. Et vraiment, je lance un appel à tous nos pays. Je pense qu'ici, là, la francophonie, on a un beau sujet de normalisation potentielle et présentement à l'ISO, on cherche des nouveaux sujets de normalisation justement pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Alors, je fais un appel particulièrement à nos pays en développement où vous êtes grandement sollicités justement pour l'idée des nouveaux sujets. Et ce sujet-là ici, pour améliorer l'opération et l'efficacité des grandes centrales solaires photovoltaïques, me semble tout à fait pertinent. Alors, vous pouvez me contacter moi ou contacter Mme Brunet via LinkedIn. On va essayer de voir comment on peut l'aider à déposer ce nouveau sujet de normes à l'ISO en s'appuyant sur les pays de la francophonie. Alors voilà, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui, encore une fois. Merci au gouvernement du Québec, qui est un ardent défenseur de la francophonie économique et du développement durable. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre hors norme qui aura lieu le 15 mars prochain. Et nous aurons l'occasion de nous entretenir avec un autre rayon de soleil, alors une femme passionnante, Mme Kedi Sai, qui est attachée aux affaires économiques à la délégation générale du Québec à Dakar. Et si la tendance se maintient, je serai avec elle à Dakar sous les chauds rayons du soleil sénégalais pour m'entretenir avec elle. Alors, c'est un rendez-vous le 15 mars prochain à la même heure. En attendant, si vous souhaitez réécouter cette diffusion de notre rencontre hors norme, vous pouvez y avoir accès sur nos différentes plateformes et sur notre chaîne YouTube. Et puis, ben voilà, restez à l'affût et on se dit à tout bientôt en direct du Sénégal, j'espère, pour une prochaine rencontre hors norme. Au revoir!